Christophe Barbier, alors vous allez nous parler dans un instant de la pièce que vous conseillez bien sûr d'aller voir en ce moment, mais avant, un petit mot très bref quand même sur la pièce qui vous a marqué dans votre vie, la Musica deuxième, je crois, de Marguerite Duras avec Nils Arestrup et Fanny Ardant. Pourquoi cette pièce ? J'aurais pu en citer beaucoup de Cyrano de Bergerac qui a été ma première pièce jouée à d'autres, mais la Musica deuxième, j'allais un soir au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, il y a très longtemps, plus de 25 ans, voir ce texte de Duras. Je suis pas un Durassien fou, et j'ai été cloué dans mon fauteuil par la puissance de l'interprétation de Fanny Ardant et de Nils Arestrup. Et voilà. Et c'est là qu'on voit que le théâtre, ce sont des êtres de chair et de sang qui font passer une émotion à travers un texte, mais surtout à travers le contact physique, charnel avec un public qui est là. Ils sont là pour nous, nous sommes là pour eux, et ça c'est quelque chose de sacré. Et parfois, ça échappe à toute rationalité. Et je suis resté 5 minutes sur mon siège avant de pouvoir me lever, tellement j'étais bouleversé par cette histoire d'un homme et d'une femme qui se retrouvent dans une ville normande des années après leur séparation. Ils se retrouvent pour le dernier jugement de divorce. Puis il n'y a plus de train pour repartir à Paris, donc ils vont passer la soirée dans le même hôtel, évidemment dans des chambres séparées. Ils se retrouvent au bar, ils discutent, ils refont l'histoire. Pourquoi on a eu cette histoire ? Pourquoi ça a échoué ? La faute à qui ? Et c'est bouleversant. Ah bah écoutez, ça donne vraiment envie d'aller le voir. Et encore une fois, vous me parlez de charnel. Donc que ce soit en politique comme dans le théâtre, en effet, l'humain a toute sa grande place, comme on dit. Alors en ce moment, Christophe Barbier, une pièce qui retient votre attention, c'est M comme Marquise au La Bruyère. Dites-nous tout. Alors Marquise, c'est Thérèse Gorlat-Duparc, qui était une actrice de la troupe de Molière. Elle a été courtisée par Corneille, elle est devenue la maîtresse de Racine. Et la voilà au sommet de sa carrière, justement dans la troupe de Racine, interrogée par le lieutenant général de police, Monsieur de la Reynie, qui enquête pour savoir si Corneille n'a pas écrit les pièces de Molière. Bon, interrogation d'aujourd'hui, mais pas du tout interrogation de l'époque, c'est pas grave, ça donne une bonne pièce. Anachronisme utile qui permet de revisiter la vie de Marquise, mais du coup la vie de Molière et de sa troupe. Et ça, c'est formidable. C'est une pièce qui a enthousiasmé les spectateurs du dernier festival d'Avignon et qui débarque au théâtre La Bruyère dans quelques jours. Pièce écrite en vers libre avec des irrégularités qui ne sont jamais des inélégance. On ne peut pas faire rimer Corneille avec Conseil, ni Public avec Inique, mais ils le font quand même, c'est pas grave. La troupe, 4 acteurs pour incarner de très nombreux personnages, mène l'ensemble avec audace, entrain, ferveur. 2 actrices jouent Marquise jeune et Marquise qui n'est plus rebelle mais qui est ambitieuse, Marquise confirmée, rayonnante, mystérieuse aussi. L'histoire est aussi bousculée. Molière n'est pas tombé amoureux d'Armande Béjart en 1653, elle avait 12 ans Armande Béjart. Mais un peu plus tard, c'est pas grave. La Reynie ne peut pas apprendre de Marquise que le roi est le parrain d'un enfant de Molière. Tout le monde le sait à la cour, c'est pas grave. Tout cela donne quand même une très bonne pièce. Il fait jouer Tartuffe à Molière alors que Molière jouait Orgon, ce n'est pas grave. On découvre l'essentiel, c'est-à-dire la vitalité de la troupe de Molière, qui était une bande de jeunes gens et de jeunes femmes qui voulaient dévorer le ciel, qui voulaient monter à Paris et qui ont réussi. Attention, on s'est épuisé aussi, on y a laissé sa santé, Molière le premier dans cette aventure. Et Marquise aussi va connaître un destin tragique. Après l'ascension et la gloire, elle va connaître une mort foudroyante. Et c'est peut-être cela qui mériterait une enquête de police. Est-ce que Racine n'aurait pas assassiné sa maîtresse, Marquise? On ne le saura jamais. Mais surtout dans chaque scène de cette pièce, dans chaque réplique, il y a du désir, il y a de la couleur, il y a un principe de vie et d'appétit qui nous dit ce qu'étaient les comédiens du XVIIe siècle. En ce moment se déroulent les trop timides festivités du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Eh bien, la vie de Marquise, interprétée dans cette pièce, M comme Marquise, offre une très belle entrée en matière. Une très belle entrée en matière et puis un petit clin d'œil aussi à votre livre « À la recherche du héros perdu », Christophe Barbier, puisque vous nous avez évoqué Racine et Corneille. Et puis le slogan de votre livre, c'est Élysée 2022, Racine contre Corneille. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Christophe. Bonjour Jérôme. Christophe, c'est le moment de la chronique Culture Émotion. Alors d'habitude dans cette émission, je passe juste après vous et votre brillante chronique sur le théâtre. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de me retrouver en face de vous pour 10 minutes. Une fois n'est pas coutume, on le sait, vous êtes très occupés. On vous voit partout, si bien que certains de nos invités, comme Gad Elmaleh notamment, nous demandent souvent, une fois que vous avez quitté le studio ou que vous les avez raccrochés au téléphone, comment vous faites pour être partout à la fois et si vous n'avez pas un jumeau ou un clone caché. Bref, on va entrer dans votre univers et parler d'art
l'artiste que vous aimez, afin de savoir ce qui se cache un peu derrière votre fameuse écharpe rouge. Alors ne perdons pas de temps. Quand on vous demande quel est votre artiste préféré, ou du moins l'un de vos artistes préférés, vous nous répondez Benjamin Biolay, acteur et surtout chanteur. On écoute tout de suite un extrait de Benjamin Biolay. Alors ce titre, Si tu suis mon regard, sorti en 2009 dans l'album La Superbe, j'aurais pu choisir d'autres chansons, mais j'ai choisi celle-là car c'est la bande originale du film Doute, sorti en 2013, dans lequel vous faisiez vos débuts au cinéma, Christophe, aux côtés de Benjamin Biolay, un artiste que vous admirez, que vous appréciez. Ça vous fait un point commun en tout cas, Benjamin Biolay, comme vous, a plusieurs casquettes ou plusieurs écharpes dans votre cas. Alors ce film raconte l'histoire de deux couples bobos parisiens qui discutent de l'actualité et surtout de politique, avec en fil rouge notamment les doutes autour du parti socialiste et le constat d'une gauche déclinante. Le thème serait plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Preuve en est la candidate du PS qui est créditée de 2% maximum dans les sondages. C'est pour ce parti dramatiquement historique. Et à ce sujet, dès 2013, Christophe, vous aviez une analyse assez juste puisque vous disiez « La gauche a une malédiction, c'est en étant impure qu'elle peut y arriver. Dans ce vieux pays de droite qu'est la France, si la gauche veut avoir accès au pouvoir, elle ne doit pas être trop rouge, elle doit proposer un cocktail droitisant et emprunté au réalisme de droite. » Vous aviez vu parfaitement juste. Alors on ne va pas se le cacher, le film il a été assez critiqué. Il faut dire qu'en France, et je le dis souvent ici, on n'aime pas trop le mélange des genres. C'est souvent un exercice périlleux. Certains ont pu s'étonner de vous voir dans ce rôle d'acteur au cinéma. L'occasion de rappeler, vous l'avez fait en début d'émission, que la comédie et vous, Christophe, c'est une longue histoire d'amour. Vous faites du théâtre depuis plus de 30 ans. On a presque envie de dire, Christophe Barbier, ce n'est pas simplement un journaliste devenu comédien, mais aussi un comédien qui fait du journalisme. Merci. Et ce comédien journaliste, Jérôme, c'est aussi un amoureux de Beethoven. Oui, Cyrielle, après Benjamin Biolay, pour poursuivre notre voyage dans l'univers de Christophe Barbier, on va parler quelques instants de musique classique, puisqu'il y a une œuvre qui fait chavirer notre invité du jour. Et cette œuvre, c'est la symphonie numéro 3 de Beethoven, et en particulier le premier mouvement, dont on écoute un extrait dans le casque. Alors cette symphonie numéro 3 de Beethoven, appelée aussi Eroica, elle a une histoire singulière. Elle a été composée entre 1803 et 1804, alors que Beethoven commençait à perdre l'audition. D'ailleurs, en 1802, un an plus tôt, le compositeur avait écrit une sorte de testament, le testament d'Heiligenstadt, désolé pour la prononciation. Il ne voulait pas que sa surdité se sache, mais comme il avait conscience que ce handicap le rendait asocial, il avait écrit cette lettre afin que les gens sachent plus tard pourquoi il avait ce comportement. Il écrivait ainsi: « Vous autres qui me croyez hostile ou misanthrope, vous ne savez rien de la cause secrète. Je suis dans un état désastreux, empiré par des médecins stupides, mais je ne peux pas dire aux gens que je suis sourd. N'oubliez pas, après ma mort, que dans ma vie, j'ai souvent pensé à vous rendre heureux. » Alors heureusement pour la musique, Beethoven a surmonté cette crise existentielle. Il a donc composé un an plus tard la symphonie numéro 3, qu'on écoute, le premier mouvement que vous adorez. Alors autre fait marquant de cette symphonie, à l'origine, cette symphonie héroïque, qui exhale un idéal de grandeur et de liberté, devait être dédicacée à Napoléon Bonaparte. Beethoven le considérait en effet comme le sauveur de la liberté et des idéaux de la Révolution française. Oui, mais voilà, en 1804, Bonaparte devient empereur des Français. Ivre de rage et se sentant trahi, Beethoven raye sur la partition de la symphonie la dédicace à Bonaparte. Il la raye avec tellement d'énergie qu'il fait même un trou dans le papier. Il écrit à la place « Symphonie pour célébrer le souvenir d'un grand homme ». On quitte alors la musique. Christophe Barbier est un féru de littérature. Jérôme, quel est son livre de chevet ? Alors son livre de chevet, on le sait, Christophe est un féru de littérature, il en a sans doute plusieurs, mais on va en retenir un. Ce livre, c'est La femme de pouvoir d'Éric Descouty. Alors on le voit, on ne reste jamais loin de la politique, puisque le récit se déroule dans les années 70, durant les derniers mois de la présidence de Georges Pompidou. Une époque pas souvent utilisée dans la littérature, mais ô combien fascinante. C'est l'histoire d'un jeune flic de la brigade mondaine, ancêtre de la brigade de répression du proxénétisme, qui enquête sur des meurtres de prostituées. Et tout le ramène à Laroukine, un personnage qui a véritablement existé. Laroukine, aussi appelée Katia Laroukine, de son vrai nom Lucienne Goldfarb, c'est une prostituée devenue mère maquerelle et aussi la plus grande indique du 36 quai des Orfèvres. Elle n'était pas aussi connue du public que Madame Claude, mais elle avait une influence bien plus importante. C'était la plus grande maquerelle de Paris et en échange de son immunité, elle balançait toutes les infos qu'elle avait aux flics sur les voyous, les macros ou encore les dealers. Ça a duré de 1940
1947 à 1973. 1973, année où les règles ont changé. Georges Pompidou il était fatigué des rumeurs sur ses mœurs et des bavardages de maquerelles protégées par la police. Il a alors demandé à son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, de cesser toute protection aux informateurs. Katia Laroukine est alors arrêtée en 1974. Résultat, elle balance tous ses dossiers. Alors parfois, il y avait un petit peu d'intox. Et ça a déclenché la guerre des polices et donné un coup d'arrêt à la brigade mondaine, qui devient alors la brigade des stupéfiants et du proxénétisme. Voilà un peu l'environnement du livre La femme de pouvoir d'Éric de Couty. On le voit, Laroukine est un personnage fascinant. Elle était très bien renseignée sur tout. Elle avait des dossiers sur tout le monde. Elle était fan d'opéra aussi. Peut-être qu'après le roman sur Laroukine, on aura un jour un roman bourré de révélations avec en toile de fond, cette fois-ci peut-être, l'écharpe rouge. Et alors, la petite transition, l'écharpe rouge. Christophe Barbier, est-ce qu'on a le droit de savoir, vous qui aimez ces hommes, ces personnages, on veut savoir d'où vient cette écharpe rouge. Eh bien justement, elle vient de cette époque, de Laroukine, où j'avais un soir été obligé de quitter précipitamment les lieux poursuivis par la brigade mondaine et j'avais abandonné derrière moi une partie de ma garde-robe, dont l'écharpe rouge, que Katia Laroukine a conservée, m'a rendue et je me suis dit, voilà, ça m'a porté bonheur, je vais la garder. Bon, c'est pas très crédible, j'avais 6 ans à l'époque où se passe le film, mais je trouve que cette histoire mérite d'être... Oui, cette histoire mérite. On va dire que c'est la vraie. On a compris que vous voulez garder ça secret, comme un personnage, on garde tout secret. Et pourquoi pas? Et pourquoi justement impossible avec Christophe Barbier de ne pas parler de théâtre? Y a-t-il une pièce qu'il aime et dont il ne nous aurait pas encore parlé? Peut-être que vous le savez, vous, Jérôme. Oui, Cyrielle, il y a un spectacle à ne pas rater en ce moment, dont Christophe Barbier est friand. Ce spectacle, il s'appelle Attention, des proches. Il se joue tous les dimanches au Théâtre de Poche. Il est écrit et mis en scène par Patrice Carmouze. Le thème, c'est « Des proches pourrait-il dire aujourd'hui ce qu'il a dit hier ?» Et c'est une réflexion plus que jamais d'actualité. Un temps, le politiquement correct bride aujourd'hui les humoristes. Et pas que. Des proches disparus en 1988, on le rappelle, c'était un humoriste impertinent, insolent, maître de l'humour noir, de l'anticonformisme et de l'absurde. Il avait cette force de rire de tout et de tout le monde, mais il le faisait bien. La preuve avec l'un de ses sketchs légendaires sur les Juifs, ça tombe bien, on est sur Radio J, on écoute Pierre Desproges. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester, hein. N'empêche que... on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on est le peuple élu. Alors quand on écoute Desproges, Christophe, on peut en effet se demander s'il pourrait toujours faire ce genre de sketch aujourd'hui. Lui, il avait une réponse à cette question. Il disait « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Moi, j'apporterai une nuance. Pour moi, on peut rire de tout avec tout le monde, tant que c'est bien écrit, et c'est exactement ce que faisait Desproges, sans aucune méchanceté, sans aucune haine. En tout cas, courez au Théâtre de Poche, dans cette période d'autocensure permanente et de bien-pensance, écoutez du Desproges, ça fait du bien. Et Christophe Barbier nous en parlera également la semaine prochaine. Oui. C'est ça, Christophe Barbier. J'en parlerai parce que c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait dans la ligne de Jérôme. On peut aller encore plus loin avec d'autres extraits parce que c'est plein de perles. Et il faut prolonger cette réflexion sur pourrait-on encore dire ce que Desproges disait? Oui et non. Et c'est pas si grave. Mais évidemment, s'il avait été là aujourd'hui, entre l'Ukraine, l'antisémitisme que lui n'a pas encore trop connu, c'est-à-dire importé du Moyen-Orient avec l'islamisme politique, eh ben, je pense qu'il nous aurait régalé, il nous aurait surtout conforté. Gardez-nous ça secret, on en parle la semaine prochaine. Et pour finir avec vous, Jérôme, il y a un autre personnage très fantasque qui plaît plutôt bien à Christophe Barbier. Oui, pour terminer, quand on demande à Christophe quelle série il regarde en ce moment, il nous parle d'un lieutenant très célèbre. Je vous laisse deviner en l'écoutant. Il y a un endroit où on pourrait bavarder sans qu'on nous dérange? Ça vous dérange pas que j'entre? Non. Entrez. Ah, dites donc, c'est immense, hein? Dites, vous n'auriez pas de quoi écrire, docteur? Merci. Ma pauvre femme me donne un crayon tous les matins, mais je sais pas ce que j'en fais. Bon, où j'en étais, moi? Alors tout le monde aura reconnu Colombo, l'inusable Colombo, personnage créé en 1968. Alors il y a quelque chose de fascinant. Tout le monde a déjà vu la série, tout le monde connaît le meurtrier dès le début de chaque épisode. mais on regarde quand même. On est toujours aussi curieux de découvrir ou redécouvrir comment le lieutenant va coincer le tueur. En France, la série est toujours diffusée, sur TMC notamment, et réunit plus d'1 million de téléspectateurs à chaque fois. Pour une série aussi ancienne et multi-rediffusée, c'est juste énorme. Colombo, une valeur sûre qui me fait penser à une citation de
Benjamin Franklin que je vais mettre au goût du jour et ce sera mon mot de la fin. Benjamin Franklin, on lui prête en tout cas cette citation, on disait « En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts ». J'ajouterai « En ce monde, rien n'est certain à part le vieil imperméable de Colombo et l'écharpe rouge de Christophe Barbier ». Je vous souhaite, cher Christophe, la même longévité que votre lieutenant préféré. Merci infiniment. Et merci beaucoup Jérôme Goulon. Allez, après cette magnifique chronique, on passe tout de suite à la chronique de Jérém Rache qui vous croque sur l'antenne de Radio J. Christophe Barbier. Vous écoutez Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et oui, très vite, on est très pressé avec vous, Jérém Rache, de savoir, qu'est-ce qu'on va manger et à quelle sauce va être mangé Christophe Barbier aujourd'hui. Ah là là, bonjour Cyrielle déjà, bonjour Christophe. Bonjour. Avant de commencer Christophe, effectivement, je suis très content moi aussi de vous voir en vrai, parce qu'on entend votre voix toutes les semaines, mais ça fait plaisir de vous voir en studio, et surtout de pouvoir voir cette fameuse écharpe rouge. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de l'emmener, cette écharpe rouge, parce qu'aujourd'hui, on va voyager. Effectivement, Cyrielle, on abandonne la chaleur, les épices du couscous ou du tagine, et on va chausser nos chaussures de ski, mettre une écharpe et surtout un pantalon trop large, parce qu'on s'envole tous ensemble du côté des Contamines Montjoie, en Haute-Savoie, pour manger une bonne fondue savoyarde. Ah là là. Mais pas que. Christophe, si je dis pas de bêtises, vous connaissez bien les Contamines Montjoie. Oh oui, mon village. Exactement. Et je vous avoue que j'ai eu l'occasion d'aller y travailler il y a pas très longtemps et j'ai cru que j'allais jamais revenir vivant des Contamines Montjoie. C'est clairement le lieu de perdition de Haute-Savoie. On y est allé pour un spectacle. On nous a donné rendez-vous au restaurant d'altitude Le Signal. Vous connaissez ? Oui, je vois tout à fait. Oui. Voilà. Oui, Alors, 1800 mètres. Voilà. Rien qu'au nom, on aurait dû se douter que c'était surtout le signal de faim. Quand tu tapes le nom sur Internet, la description c'est terrasse, sert de l'alcool, place assise. Ah oui, d'accord, Voilà. ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. On nous a accueillis à 11h du matin avec un Jéroboam de rosé. Ouais. À 15h, on est redescendu en luge à la station faire du patin à glace. Patinoire tenu par Dylan et Maxence. Je sais pas si vous les connaissez. Ah, c'est plus jeune que moi, ça. Ouais, alors, ils sont très sympathiques. Dylan nous a accueillis avec un petit vin chaud en nous expliquant qu'il n'y avait aucun danger pendant que Maxence était en train de lui recoudre le bout du doigt qu'il avait perdu le matin même dans la dameuse. Ne pas confondre effectivement le vin chaud avec le café du matin. À 19h, on nous a emmenés au STEM. Vous connaissez le tout à STEM. fait, oui. Voilà, restaurant de spécialité savoyarde. On nous avait préparé un petit repas léger. Christophe, Dieu sait que j'aime le fromage fondu. Je suis capable de manger une raclette en plein mois d'août au soleil sous 52 degrés. Ah, vous avez de la force, hein. Ouais, j'aime vraiment ça. Par contre, au bout de la troisième fondue, je transpirais le Beaufort et je pleurais des larmes de reblochon. J'en pouvais plus. J'étais en hyperglycémie quand ils ont fini par nous emmener chez Jeff. Vous connaissez chez Jeff, au Savoisien? Ah oui, le Savoisien, je vois. Le Savoisien, seul un vrai contaminard connaît le Savoisien. Cyrielle, pour t'expliquer, c'est pas un bar, c'est le lieu de perdition. Ah ouais, des Contamines Montjoie. Le patron, c'est pas un humain, c'est un druide. On est arrivé là-bas, il nous a proposé ces deux spécialités à la carte, deux cocktails. Vous les connaissez ou pas? Vous avez le nom des cocktails? Non, je me risque pas maintenant ces trucs-là. Alors, je suis désolé Cyrielle, je pense que tu vas me tuer. Il y en a un qui s'appelle le canard WC et l'autre ça s'appelle le sperme de Dahu. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pas moi, c'est la carte, Cyrielle, je suis désolé. Je suis à bout de vous, Jérém Rache. Je t'avoue qu'on est resté sur le canard WC histoire de se mettre en bouche. Et crois-moi, il porte bien son nom parce qu'il te détartre l'œsophage, vraiment. C'est un shooter à base de curaçao, vodka, gin et absinthe. Maxence, Dylan et son doigt ont fini par nous rejoindre. Je pense que quand le doigt ne tient plus qu'à un fil, on peut le considérer comme une personne à part entière. On est sorti de cet endroit, il était 8h du matin, 3 jours plus tard, et on avait perdu 10 ans d'espérance de vie au moins. Conclusion, Christophe, qu'on aime ou pas la montagne, vous savez recevoir là-bas. Comme on dit, la montagne, ça nous gagne. Et je comprends mieux pourquoi vous êtes parti à la capitale, loin de ce lieu de perdition, pour pouvoir assurer vos chroniques et ne pas finir avec un doigt dans une bouteille de formol. Merci beaucoup, Jérém Rache. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes bien sûr sur scène avec votre spectacle Pourquoi pas tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris. En attendant, bien sûr, on vous retrouve en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr. Ça nous a fait du bien, ça nous a donné un petit peu faim, même si on avait moi, mangé. je me serais bien fait une petite fondue là en sortant. Ben voilà, on va essayer d'y penser. On va organiser ça avec Radio J. Allez, restez encore avec nous sur notre antenne.